Paul del Perugia, vous êtes de formation canoniste. Vous êtes entré aux affaires étrangères en 1937. Vous avez occupé différents postes en Europe, en Afrique, en Amérique. Vous avez enseigné dans plusieurs universités étrangères et on vous doit plusieurs essais, dont notamment une étude sur le Gréco, une autre sur Louis XV, sur les derniers rois mages, et enfin tout récemment un Céline, un imposant Céline, là encore de 663 pages, excusez du peu, aux nouvelles éditions latines. Paul del Perugia, faudrait-il voir, quant à votre itinéraire personnel, une sorte de continuité entre le Gréco, Louis XV et Céline? Eh bien, très exactement, parce que j'ai choisi ces trois personnages il y a bien longtemps pour être exactement les compagnons de ma vie, les compagnons de mon voyage au bout de la nuit que tout homme fait plus ou moins consciemment. Et je me suis appliqué une phrase d'un breton d'Angleterre qui est Shakespeare et qui disait « Au-delà de ce royaume, il y a un autre royaume ». Pour Gréco, le problème est simple, il a voulu peindre ce qui ne pouvait pas se voir. Comme les écrivains mystiques ont toujours essayé avec des mots de dépeindre l'indicible. Quant à Louis XV, qui est un homme abreuvé d'ignominie par l'histoire officielle, eh bien il n'a pas voulu prendre à la légère son titre de roi très chrétien, et il a été un roi qui a suscité l'admiration, la grande admiration d'un homme comme Voltaire, et tous ceux qui se sont penchés sur sa vraie histoire, sur ses vrais textes, en ont été absolument éblouis. C'est vraiment un personnage qui, lui, derrière son royaume, a vu un autre royaume. On nous obnubile avec les Pompadour et les Dubarry, c'est pas du tout ça sa vie. Il faut connaître un texte que personne n'a voulu publier. C'est le texte de son confesseur, qui n'était pas du tout un diplomate, ni un abbé marquis, mais un prêtre ouvrier du faubourg Saint-Paul, et qui nous a ouvert véritablement les portes de l'âme de ce grand roi que tout le monde admirait. Quant à Gréco, c'est absolument autre chose. Les malheurs du temps ont voulu que ma carrière se passe dans des postes où j'ai été très longtemps et où j'ai relu intégralement la correspondance et les textes de Céline. Et j'ai lu ça en Amérique, au Cameroun, dans les pays du Nord. J'ai lu ça partout où il a été. Et spécialement avoir lu en Afrique, au Cameroun, où il était, relu, et relu une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, c'est dégagé pour moi certaine clarté sur l'œuvre profonde de Céline. Et ces clartés sont symbolisées par deux mots qu'il a toujours répétés dans chacun de ses livres, avec insistance: je suis un mystique bardique et un chroniqueur. Il s'est évidemment bien gardé, en malin qu'il était, de définir le mot mystique. Il y a des mystiques chinois, athées, agnostiques, il y a des mystiques. Il y a une mystique qui ne se rattache à aucun dogme. On l'a de tempérament, lui il avait son tempérament breton. Alors justement, Paul del Perugia, vous proposez comme clé à la compréhension de Céline le celtisme mystique. Alors pardonnez-moi, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment de céder à une certaine originalité par ce fait, et pour employer un terme à la mode, d'être quelque peu réducteur en ramenant Céline à ce celtisme mystique? Oui, c'est le reproche que l'on fait. A priori, en tout cas. C'est le reproche que l'on fait. Avant de vous avoir lu. A priori, et même, je dirais même, tout à fait ouvertement, puisque un critique très bienveillant a prétendu que parce que je savais le breton, j'étais hitlérien. Oui, ça, oui, fallait y penser. Fallait y penser, mais enfin, c'est un... On ne citera pas le nom de ce malheureux par non, charité. Il n'est pas malheureux du tout, d'ailleurs. Bon, voyez-vous, alors... c'est un autre plan. En prenant Céline au sérieux, quand il se dit breton, quand il affirme que la Bretagne est un pays divin, quand il se fait gloire d'avoir été, avant la fête, engagé au 12e cuirassier, parce que c'était un régiment de Nigous, dit-il, n'est-ce pas? Quand il a des références absolument constantes à l'œuvre ce qu'on appelait la matière de Bretagne, c'est-à-dire la quête dans la forêt de Brocéliande. Il s'est marié, vous savez, dans la forêt de Pimpon. Oui. C'est un homme... pour des raisons anecdotiques que l'on connaît, parce que simplement le père de M. Follet ne tenait pas trop à ce que le mariage ait lieu à Rennes, parce que c'était un peu une mésalliance. Alors on a trouvé un cousin qui avait une maison à Quintin qui était providentielle. Exactement, voilà. oui, mais exactement parce que M. Follet
avec une position très nette, n'est-ce pas, à Rennes. C'était franc-maçon, il était franc-maçon. Ouais. Il y a des passages extraordinaires sur les lavements qu'il donnait à l'archevêque, n'est-ce pas. Il ne pouvait tout de même pas se permettre de s'afficher dans la ville de Rennes de l'époque, n'est-ce pas. Et puis ensuite, toutes ses vacances, il les passait là, et il s'est toujours référé, n'est-ce pas, à la Bretagne, qu'il a appelé 100 fois le pays, n'est-ce pas, le pays divin. Et il a hérité, n'est-ce pas, là je voudrais employer un mot qui le désamorcer, d'un racisme breton. Oui. Et le racisme breton est consubstantiel à une certaine mystique. Lorsque, par exemple, il parle des grands écrivains bretons, que sont tout de même Chateaubriand, qui n'a jamais été au Niagara, mais qui l'a dépeint exactement comme ce que Céline n'a jamais vu dans ses voyages. C'est cela, oui. Qui l'a dépeint. Un autre grand écrivain, Lamennais, qu'il a cité, et un autre grand écrivain qui cite souvent, qui s'appelle Renan. Renan qui connaissait parfaitement, qui a une culture cléricale, qui connaissait parfaitement non seulement le grec, mais l'hébreu, et qui était antisémite. Il y a des pages de Renan, pas sur l'antisémitisme, qui sont écrasantes, qu'on ne cite jamais. Et qui sont nettes, c'est certain. Et qui sont très nettes, n'est-ce pas? Donc il y a une référence inavouée, une référence, n'est-ce pas, au celtisme, mais au celtisme non pas un celtisme vécu, mais un celtisme rêvé. Lorsqu'il était à l'école, n'est-ce pas, de la rue des Amandiers et de cette rue près de la Bibliothèque nationale. Oui. Enfin, oui. Square-le-Voix, c'est ça. Il se réfugiait, exactement comme Chateaubriand, dans son tertre, n'est-ce pas, lui sous le préau, pour continuer son rêve intérieur. Il n'avait pas été averti par ses parents qui étaient déracinés, n'est-ce pas? Mais Frédéric Vétou. Oui, non, mais ce que vous dites est très intéressant, mais en même temps, le paradoxe veut que cette rêverie, ce sens de la rêverie que vous soulignez très bien, vienne de son père. Et son père était le Normand, sa mère était bretonne, son père était normand. Or, ce goût de la rêverie, des bateaux, des grands voyages, de la féerie, tout ce que vous soulignez très bien, vient plutôt de son père, qui était aussi un rêveur, qui était aussi un homme satisfait, qui avait aussi rêvé de grands espaces, qui avait aussi ce côté à la fois raté et rêveur. Alors, il me semble que c'est plus le côté normand, le côté des touches au sens strict, que le côté peut-être... Mais cela dit que vous parlez de Chateaubriand, je ne sais pas pourquoi, à l'instant, en parlant, il me vient à l'esprit une phrase que j'avais toujours trouvée très belle de Maurras sur Chateaubriand et qui pourrait s'appliquer formidablement à Céline. Je ne sais pas dans quel livre, Maurras parle de Chateaubriand en disant « Race de naufrageurs et de pilleurs d'épaves, oiseaux rapaces et solitaires, amateurs de charniers, Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel, mais le passé comme passé et la mort comme mort furent ses uniques plaisirs. » Et c'est ce que disait Maurras, le provençal. Et moi, je me sens, en fait... Son étude sur le romantisme. Personnellement, oui, je me sens provençal, moi, de cœur. Oui. Mais ce que Maurras, le provençal, dit de Chateaubriand qu'il n'aime pas, ça va sur Céline. Le passé comme passé, la mort Vous êtes comme d'accord, mort, Paul sur ses Georgia? uniques je ne plaisirs. suis pas d'accord du tout. Oui. Non, mais je vous en prie. Défendez votre point de vue, Oui, monsieur. je n'êtes pas d'accord du tout, n'est-ce pas, parce que d'abord, n'est-ce pas, Céline était comme les chats, il marquait son terrain. Oui. Et son terrain, il l'a nettement marqué du point de vue géographique, n'est-ce pas? Tout ce qui est au-dessous de la Loire, ce sont des narbonoïdes. Négrifié. Des métèques. Des narbonoïdes. Pourquoi a-t-il choisi Narbonne? Parce que Narbonne était le siège de Léon Blum. Et que Léon Blum s'était fait élire dans une terre de vignerons, alors que lui n'avait pas le droit rituellement de boire du vin. N'est-ce pas? Oui. Alors il a eu toute sa définition, n'est-ce pas? C'est au sud de la Loire, Oui. les gens sont infréquentables, c'est la partie vinacieuse de la République, les vénérables. Cette idée du celtisme mystique chez Céline, vous la détenez, vous la caressez, si je puis dire, depuis combien de temps? Ah, depuis mes premières lectures. Elle s'est imposée à Elle vous. s'est imposée à moi les premières lectures. J'ai eu le bonheur d'avoir une correspondance qui n'est pas publiée d'un diplomate allemand à Paris et qui ne veut pas qu'on publie, qui a fréquenté Céline chez lui. Il montait chez lui. La première impression qu'il a, c'est allemand, qui parle un français fort délié. Elle disait, en le voyant, j'ai vu le breton avec ses yeux bleus, le druide. Et alors, aussitôt la phrase qui suit, et derrière son visage, je voyais celui de sa mère. Voilà une référence celte.
n'est-ce pas, le Breton et sa mère. Et toute sa vie, cet homme qui a voulu faire une quête du Graal, on peut le concevoir de cette façon-là, n'est-ce pas? Au lieu d'aller comme les quêteurs du Graal, dans une ligne droite, n'est-ce pas, c'est-à-dire une ligne se dépassant sans cesse, après ces événements dont vous parliez tout à l'heure, et qui ont changé le cours de ses écrits après la guerre, sa ligne, au contraire, a été le retour à l'antre maternel. Ils ont gratté nos noms au Père Lachaise, papa, maman et moi. Dans l'œuvre de Céline, qui, quand on la lit, d'un point de vue mystique celte, il y a énormément de signes prémonitoires. Céline est née à Courbevoie, et toute sa vie a été une Courbevoie. Elle n'a pas été la ligne d'un mystique qui s'avance tout droit, de lumière en lumière, de bivouac en bivouac de lumière, n'est-ce pas, entreaperçue. Elle a été brisée à un moment donné, que tout à l'heure peut-être on fixera, et qui l'a fait retourner justement vers la mer. Mais pas c'est-à-dire c'est un échec. Il meurt comme le primitif, n'est-ce pas, en position fétale, n'est-ce pas. Ils ont tout gratté, papa, maman, n'est-ce pas, et moi. Ce que vous dites est très beau et très émouvant, Paul del Perugia, mais vous évoquez à l'instant la quête du Graal. Est-ce que, j'allais dire tout concrètement, est-ce que l'on pourrait situer, est-ce que vous pouvez situer plus précisément dans l'œuvre ou dans la vie, en tout cas de Céline, un instant qui correspond précisément à cette quête du Graal? Il n'y aurait pas un instant. Il y a des instants. Ce sont les instants privilégiés de l'œuvre de Céline. Céline a dit, dans ses expressions brutales, « Je suis le père sperme ». C'est-à-dire, il a répandu, n'est-ce pas, des semences dans toute son œuvre. Et je crois, pour comprendre sa position, et sa position de révolté, n'est-ce pas, il faut comprendre pourquoi, dès 1933, un esprit comme Paul Valéry, ayant lu le Voyage au bout de la nuit, a aussitôt dit, n'est pas, c'est un ouvrage maudit. Pourquoi? Parce que Céline ne partageait pas nos opinions. Il y a un point sur lequel toute son œuvre repose, c'est un homme qui croit au péché originel. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que le mysticisme de Céline récuse tout christianisme? Son œuvre est malgré tout pleine du rôle de Satan dans le monde créé par un Dieu bon. Il se pose toujours perpétuellement cette question-là. Donc, eh bien, oui. Il y a cette parole, n'est-ce pas, qu'on peut élucider au cours d'une lecture de Céline, cette parole prononcée par Jean Rostand, qui disait le mal ne m'étonne pas dans le monde. Mais ce qui m'étonne, c'est les petites parcelles du bien que j'y découvre. Voilà, n'est-ce pas, dans la vision désespérée, dans la nuit de Céline, ce qui l'a toujours étonné. Et les féeries, on parle toujours de ces nuits, mais les féeries dont il illumine ces nuits, c'est ces petites choses de bien, ces petites étincelles de bien qu'il voit de temps en temps paraître. Et ces petites étincelles de bien, il les présente d'une façon furtive, comme s'il se cachait. Mais ces étincelles, c'est un christianisme latent ou pas? Non, c'est pas un christianisme latent. C'est un christianisme latent, oui. C'est le christianisme de ces Celtes, qui s'adresse moins à Dieu qu'à ses saints. Vous savez qu'il y avait 7777 saints bretons élus par le peuple avant qu'une décrétale d'un pape du Moyen-Âge ait supprimé les canonisations. On s'adressait moins à Dieu qu'à ses saints. Et vous pouvez en trouver des tas dans ces lignes. Mais ce christianisme latent que vous évoquez, c'est malgré tout, comment dire, une sorte de déduction ou d'induction que vous faites, à laquelle vous procédez. Il n'y a jamais, noir sur blanc, à quelque endroit de son œuvre, un point qui puisse permettre d'authentifier, de situer ce que vous dites. Il y a 1000 endroits. Mais ils sont, pour ainsi dire, glissés. N'est-ce pas, comme des choses honteuses qu'il n'ose pas dire. Il a peur qu'on se moque de lui. Il est comme Pythagore qui avait inscrit sous sa toge « Cache le Dieu que tu adores ». Je vais vous citer deux exemples, n'est-ce pas? Deux exemples, il y en a des, enfin vous les verrez. C'est la figure évoquée en 5 lignes du sergent Alcide. Oui. Ce sergent Alcide, n'est-ce pas, qui était un homme
tout à fait ordinaire adjudant de la coloniale, et qui, dit-il, vous vous souvenez, qui, dit-il, tutoyait les anges. Et il raconte en 5 lignes admirables que ne dénierait aucun grand mystique. Pourquoi il parlait aux anges? À cause de sa petite nièce de Bordeaux. Maurice Bardèche. C'est une métaphore. C'est une métaphore. Bien sûr, mais on peut parler en termes mystiques qu'en termes de métaphore, d'ailleurs. Oui, mais d'un autre C'est côté, certain, nous oui. avons quand même des textes de Céline abondants. Enfin, en particulier, je pense à cette fameuse lettre à Mauriac qui sans doute lui avait écrit à propos du voyage au bout de la nuit. Et il lui répond une lettre assez insolente en lui disant vous croyez en Dieu, mais pour moi, Dieu, c'est un truc pour déserter, en somme, superbement, pour ne pas penser aux hommes. À une autre fois, lorsqu'il est en rapport avec ce pasteur protestant de Copenhague, le pasteur Le Chêne, il lui dit nous pouvons nous comprendre, mais en même temps, il situe bien les différences. Je crois que l'idée d'un Dieu est étrangère totalement à toute image de rédemption. Enfin, à Céline, la rédemption n'est pas une image célinienne, me semble pas. Alors, je vais peut-être... Enfin, je ne sais pas. Oui, mais je vais peut-être vous répondre sur un point, Oui. un point sur lequel on achoppe toujours, n'est-ce pas, c'est la différence qu'il y a entre la la foi, et l'anticléricalisme. Oui, bien sûr. Céline était un anticlérical. Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est évident, oui. Mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Non, mais d'éducation, et surtout un anticlérical d'expérience. Céline, il faut toujours se rappeler, était toujours tenu en marge de l'Action française, mais il suivait l'Action française d'une façon très suivie, n'est-ce pas? Et il faisait partie notamment des banquets des médecins d'Action française, qui étaient à ce moment-là tout à fait lancés. Et il a vu d'un œil narquois, n'est-ce pas, de 1927 à 1939, ressusciter brusquement, on n'en parle jamais de cette histoire-là, n'est-ce pas, les fureurs de l'Inquisition, les excommunications de tous les gens de l'Action française. Il a vécu, n'est-ce pas? Et vous estimez qu'il a ressenti cette excommunication de live par le Vatican XXVI comme quelque chose de personnel? Non, pas par le ricanement, en disant je ne suis pas cette église-là. Oui. Mais voilà ce qu'ils font. D'accord. Donc il a vécu, n'est-ce pas, pendant 13 ans, l'excommunication de ce que lui considérait comme des Français tout à fait acceptables et dans la tradition. Et puis Oui. quand n'est-ce pas, la guerre est arrivée, et l'épuration, qu'a-t-il vu? Il a vu ces gens qui avaient excommunié, ressuscité les excommunications et les foudroiements du Moyen-Âge, arriver au pouvoir. Et là, permettez-moi de vous dire ce qu'il a écrit à ce moment-là, et qui vous montrera bien, n'est-ce pas, la façon expérimentale dont il jugeait la foi et ses représentants. La foi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais voici ce qu'il disait ses représentants. Première affaire, n'est-ce pas, l'Action française. Seconde affaire, n'est-ce pas, ce qu'il disait. Voici ce qu'il écrit, n'est-ce pas, l'exil. Curieux, tu vois. C'est la première fois dans l'histoire de France, même en monarchie, que le gouvernement est catholique. Il existait des partis catholiques en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, même en Hollande, jamais en France. La première fois qu'on a eu un parti clérical au gouvernement, jamais eu plus d'épuration, moins chrétienne, moins évangélique, plus cruelle, plus haineuse, plus entêtée dans la haine. Ces gens-là adorent Dieu par le diable. Inversion totale. Il a toujours vu dans le clergé catholique, une inversion totale. Quand il parle de l'abbé Pierre, n'est-ce pas, plutôt Gapone, n'est-ce pas, dit-il. Il faudrait une note en bas des pages pour montrer combien il a été choqué, n'est-ce pas, sauf pour le pasteur, n'est-ce pas, Le Chêne, par l'attitude des prêtres vis-à-vis de lui, et qui ne s'est pas démenti. Le soir où il est mort. On dit que le soir il est mort, effectivement, le curé du On a Bas-Meudon s'est refusé à Oui, ça, lui c'est porter pas- les derniers c'est pas- secours. c'est C'est controversé, hein. c'est controversé, oui. Oui, mais enfin En tout cas, oui. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison de souligner l'anticléricalisme de Céline quand il parle de l'Église, cette grande pourrisseuse. Et dans les beaux draps, même déjà ces textes sont tellement anticléricaux que ça choque beaucoup Pétain et le gouvernement de Vichy. Mais plus profondément, je crois quand même, lorsque l'Église, au sens le plus large du terme, ou la religion, comme une idéologie communiste, d'ailleurs, c'est pareil, qui a une prétention au bonheur au sens le plus noble du terme, et quand il dit la grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. Je crois que tout espoir, avec toutes les majuscules qu'on doit leur mettre à ces mots espoir ou bonheur, lui semble une imposture. Alors c'est là où j'ai un peu de mal à articuler cette dénonciation de ce qui serait une sorte d'horizon radieux
qu'il soit politique dans le communisme ou qu'il soit religieux dans un mysticisme transcendant, avec le désespoir célinien. D'un autre côté, les métaphores céliniennes, c'est vrai, souvent font référence aux âmes, mais je me demande si c'est pas ce côté celte au sens épidermique plus que Maurice Bardèche pour son Louis-Ferdinand Céline aux éditions de la Table Ronde, Frédéric Vitou pour La vie de Céline aux éditions Grasset, et Paul Del Perugia pour son Céline aux nouvelles éditions latines. Paul Del Perugia, vous souhaitez peut-être répondre à Frédéric Vitou avant que nous ayons été interrompus. Oui, sur la filiation du celtisme et de la foi, entre guillemets, de Céline. Eh bien, je crois qu'il l'a dit lui-même, il a donné lui-même dans une lettre, n'est-ce pas, où il disait ceci. Il y a chez Léon Bloy une très violente position cléricale que je n'ai pas. Mystique, bien sûr, mais plus renanien, si j'ose dire, plus breton, moins évident, beaucoup moins plastronneur de crucifix. Voilà dans son style ce qu'il était. Un mystique, mais il n'était pas plastronneur de crucifix et de religion comme l'était Léon Bloy. Très bien. Dans le celtisme de Céline, Paul Del Perugia, est-ce qu'il n'entre pas une grande part d'ésotérisme? Je sais qu'il était lecteur d'Édouard Chouret et qu'il était un peu en rapport avec les théosophes. Est-ce qu'il y a une part d'ésotérisme? Oui, il y a apparemment toute une approche, n'est-ce pas, ésotérique, mais en réalité, Céline rêvait son celtisme. Il n'a jamais voulu adhérer une seule fois, n'est-ce pas, même quand on l'a approché pour faire partie de la division de Pérotte, n'est-ce pas, la division, vous savez, des Celtes qui se combattaient dans la division Charlemagne, il n'a jamais voulu adhérer à rien de ce qui soit celtique. Pourquoi? Il disait toutes ces associations nationalistes sont des fiches infiltrées par la Sûreté Générale. Donc, c'est pas la peine de faire partie, n'est-ce pas, d'un mouvement celte, d'un mouvement cultiste, n'est-ce pas. On est tout de suite repéré par la police, et il avait une grande expérience politique, policière. Il a écrit à une de ses amies, n'est-ce pas, j'ai le flic appel, n'est-ce pas. C'était tellement le sextacle, il a prouvé que, donc, il ne s'est jamais mis dans une société secrète, il ne s'est jamais mis dans une société celte qui foisonne, pas, de crainte, parce que le Céline est toujours très, vous savez, très, très méticuleux, très craintif, très, très avare au fond de lui-même. Il n'a jamais voulu faire partie d'une affaire celtique. Et son ésotérisme, c'est un ésotérisme qui s'est créé lui-même. Oui, parce que quelles sont ces sources livresques finalement? Il n'en a pas parlé, on ne les connaît pas. À la limite, quelles sont ses relations intellectuelles avec le celtisme? Je veux dire, dans les milieux celtiques ou celtisants, il est très très discret là-dessus, là encore. Il est absolument discret. Il se fait lui-même une mythologie du celtisme. Il n'a parlé d'écrivains celtes, pour en rire gentiment d'ailleurs, que de Lebras, c'est sa grande référence, n'est-ce pas, mais jamais il n'a étudié le druidisme, n'est-ce pas. Il a simplement suivi, comme Chateaubriand et comme Renan, ce tempérament rêveur, ce tempérament renfermé sur lui-même, introverti, n'est-ce pas, qui est caractéristique, n'est-ce pas, du breton. Et ceci n'est pas seulement du breton français. Vous avez de grands écrivains celtes du XIXe siècle à rapprocher de Céline à ce point de vue-là. C'est Joyce et Beckett, n'est-ce pas, que Céline méprisait beaucoup, n'est-ce pas, parce qu'ils allaient boire des alcools dans les maisons de luxe à Paris. Voilà. Oui, effectivement. Lui aurait préféré la Bolée, d'ailleurs, de très loin, n'est-ce pas. Il n'a jamais voulu pénétrer dans ces milieux bretons. Il était un peu en rapport à Saint-Malo, Frédéric Vitou, en vacances avec Théophile Briand, je crois. Théophile Briand. Qui fréquentait un peu, il voyait un petit peu les milieux autonomistes bretons, mais il les regardait avec un sourire bienveillant et un peu ironique. Disons. Un peu ironique. Il allait surtout, n'est-ce pas, manger des crêpes, une crêperie célèbre sur les remparts de Saint-Malo. Voilà. Mais non, mais vraiment, d'études sur le celtisme, il y en a. Il y a des mystiques, il y a des gens qui sont complètement, même encore actuellement, qui sont pris. Mais lui, c'est pas son cas. C'est simplement une patrie de rêve, n'est-ce pas. C'est un poète de désir, comme on l'a dit. Paul Del Perugia, il y a chez Céline une divinisation du Nord, une horreur métaphysique du soleil, de Paris, la ville de Paris en tant que ville lumière. Il déteste également la campagne. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une part de construction intellectuelle plus qu'une réaction proprement intuitive? N'est-ce pas, sa haine de la campagne vient de ce qu'il était séparé de sa mère,
à sa naissance, est mise chez une fermière dans la Mayenne pendant 3 ans. Alors le soleil. Alors le soleil, voici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il marquait son terrain, n'est-ce pas? Il avait fait des marques de son terrain spirituel, que les Darmoléides, je vous en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Que, n'est-ce pas, passé Nancy, il fallait perdre tout espoir, c'est déjà terminé, que, n'est-ce pas, à Berlin, c'était abominable, n'est-ce pas, la rivière de Berlin, la Spree, disait-il, ce Styx des Teutons, là, il a été, voyez-vous comment est cloisonné. Oui. C'est très important l'espace dans ces lignes, c'est très très important. Oui, l'espace géographique, parce que c'est son très- voyage, parce que son œuvre s'appelle Un voyage, et un voyage, le métronome du voyage, c'est le pas. Bien, ces pas s'arrêtent à la Loire, à Nancy, parce que tout ce sport est terminé. Vous avez ensuite la Spree, et puis là, après, ce voyage extraordinaire, n'est-ce pas, qui a été décisif pour lui, et qui mériterait peut-être un autre livre, n'est-ce pas, c'est son voyage à Leningrad, où alors il a été en contact, n'est-ce pas, avec le vrai Nord, n'est-ce pas, la mer de Botnie, le golfe de Finlande, et les premiers souffles arctiques, qui n'a jamais connu vraiment l'Arctique, mais c'est pas du tout un homme de Grand Nord. On a voulu idéologiquement en faire un homme de Grand Nord pour le convaincre, n'est-ce pas, d'adorer le Valhalla, n'est-ce pas, les dieux du Nord, les dieux nordiques, les dieux d'Islande et tout ça. Mais il a détesté le Nord dès qu'il y a été. Il a écrit, n'est-ce pas, des phrases. Il y a des très belles pages tout de même dans Bagatelle sur Leningrad, des pages très lyriques c'est superbe. sur cette ville où l'eau se confond avec la déconstruction, sur ce monde horizontal, où je dirais que l'horizontalité absolue de Leningrad s'opposerait à la verticalité de New York. Oui. Exactement. Oui, c'est vraiment les deux axes. Mais malgré tout, la ville qu'il a le plus chanté et qu'il a le plus émerveillé au sens littéral du terme, ce n'est pas Saint-Malo où il a vécu, c'est Londres. C'est Whitechapel, exactement. C'est Londres, c'est pas Londres, c'est Whitechapel, n'est-ce pas? Si vous voulez, enfin, en tout cas, c'est la Tamise, c'est les bateaux, les trois mâts, les brouillards, les docks, tout ce monde-là qui le faisait rêver. Il ne rêvait que de l'Angleterre, au fond. Il rêvait de l'Angleterre parce que... C'est drôle pour un Celte, non? Ah non, mais vous remarquerez, dans Leningrad, quand il dépeint Leningrad, il dépeint, bon, c'est merveilleux, je ne sais pas si vous connaissez Leningrad, mais c'est absolument merveilleux, d'instinct, en marchant le long de la Neva. Il dépeint, il ne le dit pas, il dépeint Petrograd. Parce que ce qu'il y a de beau à Leningrad, c'est Petrograd. Et puis brusquement, il arrive à un moment donné, où on tombe dans les constructions, je dirais, staliniennes. Et alors là, c'est son mot extraordinaire, ça mérite un livre. C'est là que je vis la langue lampante de l'Asie. Alors c'est là où le Nord lui fait peur, parce qu'il va rencontrer la Mongolie. Il va rencontrer ce grand péril qui est pour lui le péril asiate. Oui. Il dira, pour donner... Mais, Paul oui. Est-ce qu'il n'y a pas un rêve du Nord aussi chez Céline? Regardez, la page magnifique, la mort de sa chienne, qui se tourne vers le Nord. Il y a un appel le fond de la création, le fond de la race. Et parce que la chienne était du Nord, elle est appelée vers le Nord, parce que c'est son soleil à elle. Comme pour Céline, le soleil était breton. Et la même chose pour les Allemands, certains Allemands. Il y a une page extraordinaire, c'est quand la vieille comtesse, dont je ne sais plus le nom, part avec son char à banc pour aller dans les forêts qui vont être annexées, les forêts comment disaient les Allemands autrefois, notre pauvre île Prussia, la Prusse orientale. Et alors, il la voit partir, et il voit les bouleaux, il voit la splendeur du Nord, il voit aussi la vieille comtesse allemande revenant comme la chienne vers ce qui est sa définition biologique. Et cette définition biologique, c'est elle qui appelle la poésie, que vous avez bien raison de montrer chez Céline. Les moments d'émotion, c'est fréquemment les moments d'émotion qui sont évoqués par la mer, par Saint-Malo, par le voyage, par la Bretagne. Ce sont des instants d'émotion, de création poétique qui sont bretons. Et ça passe, ce celtisme, ça passe comme une espèce de
courant secret d'inspiration en lui, qui existe, qui est visible, comme vous l'avez fait, par transparence, devant des images toutes différentes, dont Frédéric Vitou, avec beaucoup de talent, vient de nous en énumérer quelques-unes, et dont j'en ai moi dans la tête quelques autres un peu différentes, mais qui se sont superposées, qui sont plus visibles pour le lecteur, pour le public, que cette espèce de frémissement secret du breton que vous avez très bien détecté au fond de la nature de Céline. Il y a une métaphore qui est très belle chez Céline, dans, je crois, Gingelsband. C'est quand il décrit les trois mâts à l'ancre, et il les décrit retenus par des amarres au port. Et il rêve d'un envol de ces bateaux qui ne peuvent pas, parce que la méchanceté ou la pesanteur des hommes les rattache à terre, sinon ils s'envoleraient dans les cieux. Et il y a tout le jeu aussi entre l'homme, le bavard, l'homme de l'argile, de la terre, de la pesanteur, qui s'oppose à la pure poésie, qui est la poésie pour lui, une poésie peut-être aussi maritime, qui est la poésie de rêve des bateaux. Mais au fond, cette opposition, est-ce que autant ou plus qu'une opposition peut-être celtitude et non celtitude, c'est peut-être aussi l'opposition entre le rêve, le silence d'un côté, la pudeur, la poésie, et puis simplement ce qui est l'ordinaire de l'homme dans la quotidienneté médiocre et bavarde de sa vie, tout simplement. Mais Frédéric Vitou, est-ce que ça n'est pas tout simplement ce que vous disiez très bien tout à l'heure en rappelant Dostoïevski, la présence simultanée des contraires, bien sûr, qui est le fond de la personnalité non seulement des héros de Dostoïevski, non seulement de Dimitri Karamazov, mais d'un tas d'autres que nous sentons en chacun de nous, parce qu'en chacun de nous, il y a des personnages différents, il y a des contradictions, il y a des personnages qui sortent, que tout le monde voit, d'autres qu'on voit moins bien, qui ne sont pas moins importants parce qu'ils sont secrets. Il y a dans tout être comme ça des lignes de force qu'on ne distingue que très difficilement et avec beaucoup d'attention. Et ce qui est très intéressant, c'est que votre passé, vos habitudes intellectuelles vous êtes amené à faire apparaître ces lignes de force que de bons lecteurs, d'excellents lecteurs comme Frédéric Vitou, et des lecteurs même moins attentifs que moi, n'avaient pas vu. Paul Perugia, je voudrais, au terme de cet entretien qui passe décidément très vite, savoir si, à l'issue de son propre voyage au bout de la nuit et donc à la fin de son existence, à quoi conclut le mystique Céline, selon vous? Le mystique Céline procède par une démarche tout à fait banale, qui est d'abord la recherche de la beauté. Tous les platonisants, tous les gens qui ont pensé, se sont intéressés à la beauté. Et la première beauté, la plus banale, c'est la beauté féminine. Il en est revenu très vite. Et vous parlez beaucoup et très bien de la femme, effectivement, dans votre livre sur Céline. Oui, lui m'en a parlé d'une façon plus merveilleuse encore, et d'une façon plus méchante, n'est-ce pas, mais plus réelle, en montrant l'influence de la femme qui arrête précisément la recherche du Graal. Dès que vous vous mariez, que vous avez des enfants, vous êtes perdu. C'est, dit-il, avec justesse, c'est, dit-il, le voyageur solitaire qui va le plus loin. Il avait même dit dans sa thèse de Semmelweis, devant son beau-père, il avait dit, quand on veut faire une œuvre intellectuelle, il était marié, il avait déjà sa fille, il faut quitter sa femme et ses enfants. C'est dans le texte de la thèse. Tout clair, tout homme qui fait une œuvre cléricale doit avoir une abstinence sexuelle. Il l'a prouvé. Madame Céline Lucette-Almanzor l'a écrit d'une façon admirable dans un article de Libération. Alors lui, n'est-ce pas ce qu'il a cherché? Il s'est dit, au-delà de la beauté, n'est-ce pas, la beauté qui est l'infini, mais à la portée des caniches. Mais d'un point de vue purement mystique, j'entends. Et là, ensuite, il a dit autre chose. Oui. Au-dessus de la beauté, n'est-ce pas, il a dit, il y a la vie. N'est-ce pas? Et il a dit, c'est une affaire proprement mystique, il est au-dessus de la vie. Il y a encore quelque chose de plus beau. Sa beauté se rattachait à quelque chose de supérieur à la vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a le monde, n'est-ce pas, le monde physique. Il y a le monde métaphysique.
Il y a le monde de la nature, il y a le monde de la surnature. Il y avait pour lui un obstacle, c'est qu'il n'avait pas de dogme. Il partageait une hérésie, qui est une hérésie bretonne, qui s'appelle le pélagianisme. Morgan, il s'appelait Morgan, ce premier hérétique breton, et on a traduit ça en latin pélagianisme, parce que Morgan veut dire la plage. Morgan disait, et c'est là où Céline, n'est-ce pas, après son grand échec, du point de vue spirituel, du point de vue mystique, dont il se réclamait, Oui. il s'est dit comme Pélage, l'homme peut arriver à la surnature sans la grâce. Or, sans la grâce, on ne peut rien faire. Alors, il n'a jamais invoqué les saints, très peu de saints pour en rire, mais il a toujours invoqué les saints de la main gauche que sont les fées. Et dans cette voie, dans cette nuit, il a eu véritablement des extases quand il a rencontré la bonté humaine. À travers les champs de bataille, à travers un point qu'on n'insiste pas assez, sa connaissance des hôpitaux militaires, où il a traîné sa connaissance des hôpitaux à Leningrad et à Londres. Et vous remarquerez toujours que l'hôpital, soit à Leningrad, soit à Leningrad, c'est faux, mais enfin il l'a fait comme ça, donne toujours sur la mer qui est le passage des âmes. Enfin, toujours, c'est un mythe breton. Eh bien là, il a rencontré, dans la douleur, n'est-ce pas, dans la façon dont les gens supportaient la douleur, de plus grande beauté que sur le visage des femmes. Il a raconté des scènes de naissance. Enfin, ces scènes d'accouchement sont absolument extraordinaires. Quand la vie arrive et que le petit homme arrive tout glaireux, violet et strangulé par le péché originel. Ensuite, il a décrit des choses merveilleuses sur la façon dont certains hommes savent accepter la douleur. La façon dont Madame Bonnard, cette vieillarde de 96 ans, n'est-ce pas, la grande malade que je regarde, ça c'était un aspect de la beauté. Mais de la beauté qui n'était pas liée aux efflorescences de la chair. C'était autre chose. Et ça, c'est effectivement l'aspect du Céline mystique. Et alors, il a dit, n'est-ce pas, Une question posée de bonheur, c'est le progrès, ça, déjà. et il a dit, si vous permettez, parce qu'on ne peut pas... Je vous en prie, mais il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps. Il a deux citations, deux petites citations de Saint-Ly, n'est-ce pas. Voici la pierre de touche, n'est-ce pas, de ce qu'il soutenait dans sa mystique. D'abord, n'importe où, n'importe quand, paix, calme plat, guerre, convulsion, vagin, estomac, verge, gueule, braquet, à non plus savoir où les mettre à la pelle, mais les cœurs, infiniment rares, depuis 500 millions d'années, les verges, les tubes gastriques se comptent par milliers, mais les cœurs, un sur les 5 doigts de la main, un cœur pour 5000 ans, n'est-ce pas? Voilà ce qui était pour lui la grande rencontre sur la Terre. C'était donc pas une connaissance rationnelle du monde, c'était expérimental, des gens qui avaient un cœur. Et quand il les rencontre, souvenez-vous Madame Enrouille, souvenez-vous, enfin 1000 personnages, voilà.